J'ai accusé mon petit ami d'infidélité et maintenant je m'en repens profondément. Nous sortions ensemble depuis presque 1 an, quand nous avons emménagé dans une petite maison près de son village. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'il mentionne une tradition annuelle. Chaque année, à la même date, il s'envole pour la Californie pendant quelques jours. Quand j'ai demandé pourquoi, il s'est tu et a changé de sujet en m'invitant à venir. Je devais travailler cette semaine-là, alors j'ai dit non. Je savais qu'il était un ancien marine et qu'il y avait été stationné. J'ai donc supposé que c'était pour rendre visite à de vieux amis ou revivre des souvenirs. Je n'ai pas insisté. C'est alors qu'est arrivé quelque chose qui m'a fait m'effondrer. Quelques jours plus tard, il cuisinait et avait laissé son portable chargé dans le salon où je me trouvais. Un SMS d'un nom inconnu est apparu. Il était verrouillé, mais j'ai honte d'admettre que j'avais deviné son code des semaines auparavant. C'était le nom de son arme préférée. Prévisible. Je sais que je n'aurais pas dû regarder, mais j'ai déjà été trompée par le passé. J'avais fait une confiance totale à mon ex, et il m'a détruite. Alors, en voyant ce message, mes vieilles blessures se sont rouvertes. Il disait « N'oublie pas que la bière préférée de Maya est la Buzz Light. Apporte quelques caisses. » Mon cœur a sombré. Qui était Maya? Pourquoi achetait-il sa bière préférée pour un voyage qu'il ne m'expliquait pas? J'ai verrouillé le téléphone et j'ai fait semblant de n'avoir rien vu. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. J'ai demandé conseil à mes amis de travail et les trois ont dit la même chose. Il part avec une autre femme pour une escapade romantique. C'est un infidèle. Mon anxiété a explosé. Je ne pouvais plus ni manger, ni dormir. Je pensais à quel point je croyais qu'il était le bon et à comment il pouvait me trahir ainsi. J'ai décidé que je ne pleurerais pas seule. J'allais l'affronter et le piéger dans ses mensonges. Je suis rentrée tôt à la maison. Il était dans le jardin en train de réparer une clôture. Je lui ai crié de rentrer. Il a dit qu'il arrivait dans une seconde. J'ai exigé qu'il vienne immédiatement. Je l'ai entendu tout lâcher et courir à l'intérieur. Il a sûrement cru qu'il m'était arrivé quelque chose car, en voyant mon visage, il a demandé ce qui n'allait pas. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Je sais que tu me trompes ». Il s'est figé. Puis il a ri un peu comme s'il s'agissait d'une blague. En voyant mes larmes, son sourire s'est effacé. Il s'est approché pour me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussé. Il semblait confus et blessé. Il a fait un pas en arrière et a demandé doucement « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Je lui ai dit que je savais pour Maya, que je savais qu'il s'envolait pour la voir la semaine prochaine. Il a acquiescé lentement et a dit « Oui, je vais le faire ». Je me suis brisée. Il venait de l'admettre. J'ai commencé à sangloter violemment, manquant d'air, mais il a sorti son portefeuille et a pris une vieille photo. Il me l'a tendue et a dit « C'est elle, Maya ». La photo montrait 2 marines en équipement complet, se tenant par l'épaule, leurs fusils dans leurs mains libres. L'un était mon petit ami, plus jeune, mais reconnaissable. L'autre était une femme. Elle avait un grand sourire et des yeux bienveillants. J'avais déjà vu cette photo sur une publication commémorative qu'un de ses amis avait partagée. Maya s'est donné la mort il y a 3 ans, alors qu'ils étaient déployés ensemble. Mon petit ami s'est assis face à moi et m'a tout expliqué. Chaque année, pour l'anniversaire de sa mort, il s'envole pour la Californie où vit sa famille. Il visite sa tombe, il dîne avec ses parents, il apporte sa bière préférée, et il partage des histoires sur elle. C'est ainsi qu'ils surmontent tous l'épreuve. C'est ainsi qu'ils se souviennent d'elle. Je me suis sentie comme la pire personne au monde. J'ai pris son deuil pour en faire quelque chose de laid. Je l'ai accusé de trahison alors qu'il honorait quelqu'un qu'il avait perdu. J'ai commencé à lui demander pardon sans cesse, mais il est resté assis en silence pendant un long moment. Puis il m'a regardé et a dit « J'aurais dû te le dire. C'est juste que je n'aime pas en parler. Ça fait encore mal. » Il n'était pas en colère. Il était triste. Et c'était pire encore. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. Il m'a parlé de Maya, de la culpabilité qu'il porte encore, de la difficulté de s'ouvrir. Je lui ai parlé de mon passé, des hommes qui ont brisé ma confiance, de pourquoi j'avais supposé le pire. Nous avons tous les deux pleuré. Nous nous sommes tous les deux excusés. Et au milieu de ce chaos, nous sommes devenus plus proches que jamais. Il est tout de même allé en Californie la semaine suivante. Mais cette fois, j'ai demandé si je pouvais venir. Il a dit oui. J'ai rencontré les parents de Maya. J'ai visité sa tombe. J'ai vu mon petit ami pleurer d'une manière que je n'avais jamais vue. Et j'ai finalement compris ce qu'il porte chaque jour. J'ai failli détruire la meilleure relation de ma vie en laissant mon passé me contrôler. J'ai supposé la trahison parce que c'est tout ce que je connaissais. Mais il m'a montré que certaines personnes sont exactement ce qu'elles disent être. Certains silences ne cachent pas des mensonges. Ils protègent des blessures qui ne sont pas tout à fait guéries. Je partage cela parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir laissé une vieille douleur empoisonner quelque chose de bon. Si votre partenaire a une part de lui-même qu'il ne partage pas facilement, donnez-lui peut-être du temps au lieu de la suspicion. J'ai failli tout perdre en supposant le pire. Je suis reconnaissante qu'il m'ait donné la chance de comprendre la vérité. J'ai passé la semaine suivante sur mon ordinateur portable à tout lire sur la culpabilité du survivant et le SSPT militaire.
Les articles expliquaient comment les militaires portent des blessures invisibles qui n'apparaissent pas aux scanners médicaux, mais affectent tout. J'ai lu sur le traumatisme du combat et ce qui se passe quand on voit mourir ses amis. Comment le cerveau traite quelque chose pour lequel il n'a pas été conçu. Un article disait que les vétérans ne peuvent souvent pas expliquer leurs expériences aux civils parce qu'il n'existe pas de mots pour ce qu'ils ont traversé. Cela m'a aidé à comprendre pourquoi il ne mentionnait pas Maya au dîner comme une vieille amie de travail. Ce n'était pas un sujet banal, c'était une plaie ouverte. Mon téléphone a sonné le mercredi alors que je lisais des articles sur les réactions d'anniversaire. Le nom de Miranda a brillé sur l'écran. J'ai répondu et elle a demandé comment j'allais. Sa voix était prudente, comme si elle prenait soin de quelqu'un qui pourrait se briser. Je lui ai tout raconté. L'accusation, la photo, la vérité sur Maya, les heures de pleurs et de discussions. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui ne lui ressemble pas. Quand j'ai eu fini, elle s'est tue un long moment. Puis elle a dit qu'elle était fière que j'ai admis mon erreur et demandé pardon. Mais elle m'a rappelé que mes problèmes de confiance sont réels et que je dois les traiter sérieusement. Elle a dit « Comprendre d'où ils viennent ne te donne pas un laissez-passer pour espionner son téléphone ou sauter aux conclusions. » Elle avait raison, et ça a fait mal de l'entendre. Le lendemain au travail, j'ai pris Juliana à part au déjeuner. Elle avait été la plus convaincue de son infidélité, celle qui disait que tout pointait vers une autre femme. Je lui ai raconté la véritable histoire de Maya et le voyage annuel vers sa tombe. Le visage de Juliana est devenu rouge. Elle semblait embarrassée. Elle s'est excusée d'avoir jugé trop vite et a admis qu'elle avait projeté son propre ex infidèle sur ma situation. Son ex utilisait des excuses de voyage similaires pour voir des amis, alors elle avait supposé que le mien faisait de même. Nous avons toutes deux remarqué que le passé avait obscurci la réalité. Elle m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle se réjouissait de s'être trompée, que mon petit ami semblait faire partie des bons. Cet après-midi-là, il est rentré du travail et m'a trouvé sur le canapé avec l'ordinateur, lisant sur le deuil militaire. Il a posé ses clés et a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit honnêtement que j'essayais de comprendre pourquoi c'était arrivé, que je voulais savoir ce qu'il portait chaque jour. Son expression s'est adoucie et il s'est assis avec moi. Il a semblé touché par mes efforts. Mais il m'a prévenu que le lire n'est pas la même chose que de le vivre. Il a dit que les articles expliquent la psychologie, mais pas le sentiment de perdre quelqu'un ainsi. J'ai acquiescé et j'ai dit que je le savais, mais que je voulais essayer. 3 jours avant de partir pour la Californie, il a sorti son téléphone après le dîner. Il a cherché des photos et m'a montré l'écran. Maya faisait des grimaces sur la base avec un visage rigolo. Sur une autre, elle était à un barbecue avec d'autres marines, un plat plein de nourriture à la main. Il y en avait une d'elle nettoyant son fusil, sérieuse et concentrée. Sa voix était ferme en faisant défiler les images, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper à chaque photo. J'ai remarqué qu'il ne les regardait pas souvent et que me les montrer était difficile. J'ai demandé à en voir plus et il a continué à raconter des détails sur l'endroit où elles avaient été prises ou ce qu'il faisait à ce jour-là. Je lui ai demandé comment était Maya en tant que personne, pas seulement en tant que marine. Il a souri un peu et a dit qu'elle était drôle. Qu'elle faisait des imitations parfaites de leurs officiers qui faisaient rire tout le monde. Il a dit qu'elle faisait des blagues aux nouveaux, rien de méchant, juste pour animer le déploiement. Il a mentionné sa voix terrible quand elle chantait, comment elle hurlait des chansons country sous la douche et tout le monde l'entendait depuis les baraquements. En parlant, j'ai vu des éclats de l'amitié qu'ils avaient avant que tout ne s'assombrisse. Ce n'étaient pas seulement des histoires de guerre, c'était des moments réels avec une personne réelle qu'il aimait. La veille du vol, nous faisions nos valises quand il s'est arrêté au bord du lit. Il a admis être nerveux à l'idée que je rencontre les parents de Maya. Il a dit qu'ils sont les seuls à comprendre sa perte, qu'ils l'ont connue comme lui. J'ai promis d'être respectueuse et de suivre ses conseils. Je comprenais que j'entrais dans un espace sacré de deuil partagé. Il a acquiescé et a continué à emballer ses affaires, mais j'ai vu de la tension dans ses épaules. Ce voyage n'était pas seulement difficile émotionnellement. C'était la première fois qu'il emmenait quelqu'un dans cette partie de sa vie, et cela impliquait une certaine pression. Dans l'avion pour la Californie, il n'a presque pas parlé. Il a regardé par le hublot pendant presque tout le vol, regardant les nuages défiler. Son genou s'agitait sans cesse, une habitude nerveuse que je connaissais, mais jamais aussi intense. J'ai pris sa main sans forcer la discussion. J'ai appris que parfois, le soutien ne consiste pas à remplir le silence de mots. Parfois, c'est juste être présent pendant que l'autre traite ce qu'il ressent. L'hôtesse de l'air est passée 2 fois pour offrir des boissons. Nous avons tous les 2 refusé. Nous n'avions pas d'appétit. À l'atterrissage et après avoir récupéré la voiture de location, son attitude a changé. Ses épaules se sont tendues comme s'il se préparait à quelque chose. Ses réponses étaient courtes, 1 ou 2 mots. J'ai remarqué qu'il se préparait mentalement au poids émotionnel des jours à venir. Le trajet entre l'aéroport et la ville a semblé éternel. Il tenait le volant avec force, fixé sur la route. Je n'ai pas fait de conversation banale. Je lui ai laissé de l'espace pour se préparer. Nous nous sommes arrêtés dans un magasin de spiritueux à 20 minutes de chez les parents de Maya. Il a coupé le moteur. À l'intérieur, il est allé directement au rayon des bières,
Il a pris 3 caisses de Buzz Light, les portant comme s'il l'avait fait 1000 fois. En le voyant, j'ai finalement compris le SMS qui avait déclenché ma suspicion. Ce n'était pas un geste romantique secret. C'était une tradition, une façon d'inclure Maya dans une réunion où elle aurait dû être. Il savait exactement ce que les parents attendaient, la marque et la quantité spécifique. À la caisse, il a payé en espèces pendant que j'étais à ses côtés avec l'impression d'observer la vie d'un autre. Le caissier a demandé s'il y avait une fête, et mon petit ami a répondu quelque chose sur le fait de rendre visite à de la famille, d'une voix plate et distante. Nous avons chargé la bière dans le coffre et sommes retournés à la voiture sans parler. Le trajet nous a conduits à travers des quartiers qui ressemblaient à n'importe quelle banlieue de Californie. Des maisons avec des pelouses soignées et des garages normaux, si ce n'est que nous allions dans un endroit où le deuil vivait dans chaque pièce. Il a montré une clôture d'un grand complexe. C'est l'entrée de la base, a-t-il dit, là où nous nous rassemblions chaque matin à 6 heures. Sa voix avait un mélange rare d'affection et de douleur, comme des souvenirs heureux liés à des malheureux. Quelques rues plus loin, il a montré un bar avec un néon qui clignotait en plein jour. Nous y allions chaque vendredi, a-t-il dit. Toute l'unité dans ses box, buvant et criant. Maya gagnait toujours au billard, même ivre. J'ai vu son visage et comment chaque souvenir le faisait souffrir et le consolait à la fois. Il a tourné vers la mer et a freiné près d'un accès à la plage. Nous venions lors des rares jours de congé, a-t-il dit, juste pour nous asseoir sur le sable sans parler de rien de militaire. Maya aimait l'eau bien qu'elle ait grandi en Arizona. La nostalgie m'a serré le cœur parce que j'ai compris que cette ville était une carte de souvenirs inévitable. Des endroits qui rappelleraient toujours quelqu'un qui n'était plus là. Les parents de Maya vivaient dans une petite maison jaune et blanche. Un jardin bien tenu et un drapeau américain près de la porte. Avant d'arriver à l'allée, la porte s'est ouverte et une femme est sortie en courant. Elle était petite et avait les cheveux gris, portant un jean et un t-shirt du corps des Marines qui avait dû appartenir à Maya. Elle a serré mon petit ami avec une telle force qu'on aurait dit qu'ils allaient se briser, pendant qu'il se baissait pour la soutenir. Le père de Maya est apparu, un homme grand à la carrure militaire même en civil, et il a attendu que sa femme le lâche avant de lui donner une tape sur l'épaule. « Ça fait du bien de te voir, mon fils », a-t-il dit. La façon dont il a dit « mon fils » a clarifié que ce n'était pas de la courtoisie, mais quelque chose de gagné après des années de deuil. Ils se sont tournés vers moi et j'ai senti leurs yeux étudier mon visage, essayant de savoir qui j'étais et ce que je représentais pour l'ami de leur fille. La mère a souri et s'est présentée, me serrant la main de ses 2 mains, fermement et chaleureusement. Le père a acquiescé et a dit qu'ils étaient heureux que je sois venue. D'une voix mesurée comme s'il décidait encore quoi penser de ma présence. À l'intérieur, j'ai compris pourquoi mon petit ami était nerveux. Des photos de Maya couvraient chaque surface, étagères, murs et tables. Une histoire visuelle complète de sa vie. De bébé à ses dernières photos. Maya bébé dans la baignoire, petite fille sur un tricycle, adolescente au bal dans une robe bleue, en uniforme de gala lors de la remise des diplômes, en équipement de combat à l'étranger. La maison n'était pas décorée avec sa mémoire, elle était construite dessus. Chaque pièce était un sanctuaire pour la fille perdue. J'ai ressenti le poids de leur deuil m'oppresser, rendant ma respiration difficile. Nous nous sommes assis et la mère a apporté du thé glacé pendant que le père posait des questions sur le voyage. Mon petit ami répondait de manière courte, rigide et formelle, comme s'il faisait un rapport à un supérieur. J'ai vu sa bataille interne entre l'envie d'être là et l'envie de fuir tant de douleur. Le dîner était un rôti avec des pommes de terre, un plat maison dont la mère a dit que c'était le préféré de sa fille. Nous nous sommes assis à une table avec une chaise vide que personne n'a mentionnée mais que tout le monde a remarqué. Le père lui a demandé des nouvelles de son travail, de notre maison, s'il prenait soin de lui. Mon petit ami a répondu honnêtement mais brièvement, comme s'il se sentait coupable d'avoir une vie à raconter alors que Maya n'en avait plus. J'ai senti la culpabilité du survivant dans chaque mot. Comment il minimisait son bonheur comme si la joie était quelque chose qu'il ne méritait pas. La mère m'a demandé comment nous nous étions rencontrés. Mon travail, des questions normales qui semblaient irréelles étant donné le contexte. J'ai répondu avec prudence, sachant qu'il m'évaluait non seulement comme petit ami, mais comme quelqu'un en qui il avait eu confiance pour ce rituel sacré. Je leur ai parlé de mon emploi, de la maison, de la patience dont il a fait preuve avec moi-même quand je ne le méritais pas. La mère acquiesçait, et j'ai vu comment elle décidait si j'étais digne de l'homme qui visitait la tombe de sa fille chaque année. Après le dîner, le père a sorti du whisky et 2 verres, indiquant à mon petit ami de le suivre sur le porche. Par la fenêtre de la cuisine, je les ai vus sur des chaises de jardin, têtes rapprochées, parlant bas. 2 hommes unis par le combat et la perte, partageant quelque chose que je ne comprendrai jamais tout à fait. Peu importe ce que je lis. Cela ressemblait à une discussion pesante, de celle qui n'arrive qu'entre ceux qui ont vu la même obscurité. La mère et moi avons nettoyé la cuisine dans un silence confortable. Puis elle a dit qu'elle était heureuse qu'il amène quelqu'un, car elle craignait qu'il ne fasse ce voyage seul pour toujours. Sa bonté face à sa perte m'a rendu malade de mes suspicions,
d'avoir fait de son deuil une preuve de trahison. J'ai demandé pardon d'avoir été indiscrète et elle a balayé l'idée, disant que quiconque il souhaitait amener était le bienvenu. Nous sommes partis à 21h00 pour l'hôtel en silence. Il s'est occupé de l'enregistrement pendant que j'essayais de ne pas m'effondrer de fatigue. Dans la chambre, il s'est assis au bord du lit et a commencé à défaire ses chaussures avec des mains tremblantes. Je me suis assise à côté de lui et j'ai posé ma main sur son dos, sentant sa tension. C'est alors qu'il a craqué. Des sanglots profonds qui secouaient son corps, venant d'un endroit primitif. Des pleurs que je n'avais jamais vus chez personne. Je l'ai entouré de mes bras et je l'ai soutenu pendant qu'il s'effondrait, sans essayer de réparer quoi que ce soit, ni de l'arrêter. J'ai enfin compris que certaines douleurs doivent simplement être ressenties, vécues et surmontées. Il a pleuré pendant peut-être 20 minutes, haletant entre deux sanglots, son corps tremblant contre le mien. Lorsqu'il a pu parler, il m'a dit, entre deux respirations agitées, qu'il se sentait coupable d'être en vie alors que Maya ne l'était plus. Coupable de trouver le bonheur avec moi alors qu'elle n'aurait jamais cette chance. La culpabilité du survivant était lourde, irrationnelle et dévorante. J'ai réalisé qu'il avait porté ce poids seul pendant 3 ans, sans laisser personne voir comment il l'écrasait. Il demandait pardon de pleurer, de m'avoir emmené ici, d'aller mal. Et je lui disais d'arrêter de s'excuser d'être humain. Ensuite, il a parlé de Maya comme jamais auparavant, expliquant qu'elle avait souffert des mois avant de mourir. Il y avait eu des signes que tout le monde avait ignorés, des plaisanteries sur le fait de ne pas vouloir être ici que les gens prenaient pour de l'humour noir. Il s'en voulait de ne pas avoir pris plus soin d'elle, de ne pas avoir insisté pour qu'elle parle à quelqu'un, de ne pas avoir évité ce qui, avec le recul, semblait inévitable, même si personne ne pouvait le savoir avec certitude. Je lui ai tout raconté sur les messages sur le téléphone de mon ex, qu'il jurait être professionnel, sur la façon dont il m'a fait passer pour folle pendant des mois, disant que j'étais paranoïaque et jalouse alors que mon instinct savait que quelque chose n'allait pas. J'ai décrit le jour où je suis arrivée tôt et où j'ai trouvé des preuves irréfutables. La dispute où il m'a reproché de l'avoir poussé dans les bras d'une autre. Mon petit ami a écouté sans m'interrompre, son souffle stable dans l'obscurité. En finissant, je lui ai dit que je savais que mon passé n'était pas sa faute, mais que c'était pour cela que j'avais vu une trahison dans un message sur de la bière au lieu d'un deuil. C'est pour cela que je l'avais accusé d'infidélité, alors qu'il honorait une personne disparue. Il s'est tu longtemps avant de dire qu'il avait gardé des parties de lui-même sous clé pour ne pas m'entraîner dans ces ténèbres. Il a expliqué qu'il disait aller bien quand ce n'était pas le cas. Qu'il faisait semblant que les cauchemars ne le réveillaient pas, en sueur et désorienté. J'ai admis que je cherchais des signes de trahison en tout, parce que s'attendre au pire semble plus sûr que d'être surprise à nouveau. Nous avons parlé sans dormir, alors que la chambre s'éclaircissait. Tous deux disant des choses que nous avions peur d'exprimer. Il a avoué qu'il me protégeait de ses pires jours en s'éloignant, au lieu de me laisser voir sa lutte. Je lui ai dit que j'avais mis sa loyauté à l'épreuve de petites manières, sans m'en rendre compte, cherchant des fissures qui prouveraient mes peurs. À l'aube, la lourdeur fut immédiate. Il s'habillait en pilote automatique tandis que son esprit était ailleurs. Son visage s'est vidé de toute expression d'une manière qui m'a effrayée plus que ses pleurs. Comme s'il éteignait toute émotion pour ce qui allait venir. Je me suis préparée en silence, ne sachant que dire. Nous avons quitté l'hôtel pour nous rendre chez les parents de Maya. Ils nous attendaient, des fleurs à la main. Nous sommes montés dans leur voiture. Mon petit ami et moi à l'arrière, avec les caisses de bière empilées entre nous. Personne n'a parlé pendant les 20 minutes de trajet jusqu'au cimetière. Le silence était dense, comme si l'air portait le poids de la journée pour eux. J'ai regardé le paysage par la fenêtre. Des gens normaux faisant des choses normales, lors d'une journée qui semblait tout sauf normale. Le cimetière militaire s'étendait dans toutes les directions à notre arrivée. Des milliers de stèles blanches identiques en rangées parfaites sur une pelouse impeccable. Nous nous sommes garés et avons marché sur des sentiers que les parents connaissaient par cœur. Les tombes se brouillaient sous mes yeux jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant une stèle identique aux autres, sauf pour le nom gravé. Le nom de Maya, son grade, ses dates de naissance et de mort. Son père s'est agenouillé et a déposé des fleurs à la base, tandis que sa mère plaçait une photo de Maya en uniforme, souriante. Mon petit ami est resté immobile, fixant la tombe avec une douleur si crue que j'ai dû détourner le regard pour ne pas pleurer. Sa mâchoire était contractée et ses mains étaient en des poings, comme s'il se retenait physiquement. Le père a ouvert une bière et l'a versée lentement sur la pelouse. Le liquide s'est infiltré dans la terre. Sa mère en a ouvert une autre et a répété le rituel. Quelque chose de simple mais de profond. Mon petit ami a pris la 3e d'une main tremblante et l'a versée, remuant les lèvres en silence, comme si seule Maya pouvait l'entendre. Ils ont pris des bières pour eux et ont bu en silence pendant quelques minutes. Tous les 4 entourant une tombe, comme pour l'inclure. Ensuite, le père a parlé de l'entraînement, de la façon dont Maya avait convaincu une autre recrue de faire une farce au sergent en cachant ses sifflets. Tous ont ri à travers leurs larmes en décrivant la tête du sergent. Mon petit ami a ajouté qu'elle avait failli être renvoyée pour ça, mais qu'elle avait su éviter la punition, et j'ai entendu de l'affection mêlée au deuil.
D'autres histoires ont suivi, peignant le portrait de qui elle était. Sa mère a parlé de ses tentatives de cuisine si mauvaises que tout le monde mangeait avant d'aller la voir. Mon petit ami a raconté qu'elle avait gagné un tournoi de poker sur la base en défiant des gars 2 fois plus grands qu'elle. Son père a décrit le moment où elle avait battu toute la section lors d'un concours de pompe, sans abandonner même si ses bras tremblaient. Ils se sont passés d'autres bières et ont continué à parler, partageant des souvenirs qui rendaient Amaya réelle et présente, ce qui rendait son absence plus écrasante encore. Mon petit ami s'est approché de la stèle et s'est agenouillé. Il a touché les lettres du nom de Maya, les traçant lentement comme s'il essayait de se connecter à elle à travers la pierre. Il a parlé si bas que je l'ai à peine entendu. Il lui a parlé de moi, de notre rencontre, de sa peur de laisser entrer quelqu'un après l'avoir perdu. Sa voix s'est brisée en demandant pardon d'avoir mis 3 ans à amener quelqu'un pour la rencontrer. Pardon de craindre qu'elle pense qu'il la remplaçait. Il a promis à ses parents de revenir chaque année, qu'il ne laisserait personne l'oublier, peu importe le temps qui passe. La douleur dans sa voix m'a fait si mal à la poitrine que j'ai dû appuyer dessus pour respirer. Il pleurait, mais continuait à lui parler comme si elle l'entendait. Il a dit qu'elle lui manquait quotidiennement et que la culpabilité de survivre le réveillait encore. Le voir s'effondrer devant sa tombe m'a fait comprendre ce que c'est que de porter cela au quotidien. Ce n'était pas un vieux deuil guéri par le temps, c'était frais et latent sous la surface. Un compagnon constant dont il ne s'était jamais échappé. Il s'est levé après quelques minutes et est resté à fixer le nom, les larmes aux yeux. La mère de Maya s'est approchée et m'a entouré les épaules. Elle a parlé bas pour que moi seule l'entende, disant qu'elle était reconnaissante qu'il m'ait, que Maya voudrait qu'il soit aimé et heureux. La générosité de ses paroles face à sa propre perte m'a bouleversée. Une femme qui avait enterré sa fille et venait chaque année verser de la bière sur sa tombe se souciait de savoir si l'ami de sa fille connaissait l'amour. J'ai pleuré pour la première fois depuis notre arrivée, sans pouvoir m'arrêter. Elle a serré mon épaule en silence. Nous sommes restés là plus d'1 heure. Personne ne voulait suggérer de partir. Le soleil de l'après-midi était trop brillant pour la lourdeur de l'ambiance. Comme si le monde devait reconnaître notre fardeau, mais tout continuait comme d'habitude. Des gens promenaient leurs chiens et les oiseaux chantaient pendant que les voitures passèrent derrière la grille. Finalement, le père a dit qu'il fallait rentrer avant qu'il ne soit tard. Nous avons marché vers la voiture dans un silence absolu, épuisés émotionnellement d'une manière profonde. Mon petit ami a serré ma main si fort que ça faisait presque mal, mais je ne l'ai pas lâché parce que je sentais à quel point il avait besoin de cette connexion. De retour à la maison, nous nous sommes assis dans le salon entourés de photos d'elle. Des murs couverts d'images de sa vie. Nous avons partagé d'autres souvenirs avec des sandwichs que personne n'a mangés. La discussion oscillait entre passé et présent. Rires et pleurs suivant le rythme du deuil. 1 minute, le père riait d'une blague, et la suivante, il pleurait dans ses mains. Mon petit ami a raconté qu'elle avait appris la guitare en regardant des vidéos et qu'elle jouait les 3 mêmes accords jusqu'à ce que tout le monde ait envie de la jeter du toit. La mère a ri et a dit qu'elle avait encore cette guitare dans le placard, qu'elle ne pouvait pas la jeter même si personne n'en jouait. Le père s'est levé et a dit qu'il voulait jouer quelque chose. Il a sorti la vieille guitare de Maya. Il s'est assis et a joué une chanson d'une voix rauque mais ferme. Mon petit ami a fermé les yeux et j'ai vu des larmes qu'il ne s'est pas donné la peine d'essuyer. Il se laissait enfin aller devant des gens qui comprenaient, qui ne le jugeraient pas et ne lui demanderaient pas de passer à autre chose. La chanson s'est terminée et il y a eu un silence. À la fin de la journée, la mère de Maya m'a demandé de parler en privé. Nous sommes allés dans la cuisine et elle m'a regardé les larmes aux yeux. Elle m'a remercié d'être venue, de le soutenir et d'avoir de la patience. Elle a dit qu'il avait été seul longtemps et que cela la soulageait qu'il fasse confiance à quelqu'un pour partager cela. Elle a dit voir à quel point il m'aimait, et cela lui donnait l'espoir qu'il guérisse un jour, au lieu de simplement survivre. Je n'ai pas su quoi dire, alors je l'ai serré dans mes bras et nous avons pleuré dans sa cuisine pendant que les hommes continuaient d'honorer le souvenir de Maya. Avant de partir pour l'hôtel, j'ai surpris tout le monde en demandant un moment seul devant la tombe. Ils ont accepté, confus. Mon petit ami m'a emmené et a attendu dans la voiture. Le soleil se couchait et le cimetière était presque vide. Devant la tombe, je me suis sentie étrange de parler à quelqu'un que je n'avais pas connu. Mais j'ai parlé à voix haute. J'ai demandé pardon pour ma jalousie et mes soupçons, pour avoir rendu son souvenir laid dans mon esprit. J'ai promis de prendre soin de lui et de ne jamais le faire se sentir coupable de son deuil, comprenant que m'aimer ne signifie pas l'oublier. J'ai dit à la pierre tombale que j'avais failli détruire quelque chose de bon en ne voyant pas au-delà de mon traumatisme. J'ai expliqué que mon ex m'avait trompée et avait détruit ma confiance, et qu'en voyant son nom dans le message, mes blessures avaient pris le dessus. J'ai remercié d'avoir eu l'option de comprendre la vérité au lieu de le perdre à cause de suppositions. J'ai promis d'honorer sa mémoire en étant digne de sa confiance, en guérissant pour que mon passé n'empoisonne pas l'avenir. Je suis restée quelques minutes à regarder le nom, pensant au fait qu'elle ne tomberait jamais amoureuse et ne vieillirait jamais. Je suis retournée à la voiture. Il a conduit en silence vers l'hôtel en regardant les rues de Californie. En arrivant, il a coupé le moteur mais n'est pas descendu.
Il est resté les mains sur le volant, fixant devant lui. J'ai attendu sans savoir quoi dire après ce que nous avions vu. Finalement, il a soupiré et est descendu. Nous avons marché vers la chambre et j'ai senti le poids de la journée sur nous deux. À l'intérieur, il s'est assis au bord du lit, le visage dans les mains. Je me suis assise à ses côtés et j'ai posé ma main sur son dos. Il s'est appuyé contre moi et m'a entouré la taille, me tenant fort comme si j'allais disparaître. Il m'a regardé avec des yeux rouges et fatigués. Il a dit qu'il était reconnaissant que je sois venue parce qu'il faisait ce voyage seul depuis longtemps et que cela faisait toujours mal. Il a dit qu'il craignait de me montrer ce côté-là parce que beaucoup ne savent pas gérer un deuil pareil. Ils sont mal à l'aise. Essaient de le réparer ou disent qu'il doit avancer. Il craignait que je le voie brisé ou trop endommagé pour aimer. Je lui ai dit que je comprenais pourquoi il ne l'avait pas mentionné lors d'un dîner banal. Ce n'est pas comme parler de la pluie et du beau temps. J'ai dit, aimer quelqu'un, c'est tout voir, y compris les parties qui font mal. Son deuil ne m'effrayait plus parce que j'avais compris d'où il venait. Nous avons parlé pendant des heures sur le fait de guérir ensemble et séparément. Il a admis suivre une thérapie mais ne pas être totalement honnête avec son thérapeute sur sa lutte réelle. Il a dit qu'il parlait de choses superficielles pour ne pas fouiller dans la culpabilité du survivant. Je lui ai dit que ce n'était pas juste pour lui et qu'il ne guérirait pas s'il gardait tout. Il a acquiescé et a dit qu'il essaierait d'être plus ouvert. Ensuite, j'ai admis que j'avais besoin de mon propre thérapeute pour mes problèmes de confiance. Ce n'était pas juste pour lui que j'agisse par peur à cause de ce qu'avait fait mon ex. Il m'a soutenue et a proposé de m'aider à chercher quelqu'un. Nous avons promis d'être plus honnêtes sur nos déclencheurs. Il partagerait ses jours difficiles au lieu de s'éloigner. Je formulerais mes angoisses au lieu de lancer des accusations. Le lendemain, nous sommes rentrés. Le vol semblait différent. Nous étions épuisés. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Nous avions vu nos blessures les plus laides et avions décidé de rester. Nous avons choisi de guérir ensemble. En arrivant à la maison, j'ai tout vu avec des yeux neufs. J'ai remarqué des choses que j'avais ignorées 100 fois. Dans son armoire, le drapeau plié. Sur sa commode, une pièce commémorative que je croyais être un souvenir au hasard. Son rangement n'était pas seulement de la maniaquerie, c'était de la précision militaire. Ce n'étaient pas des obsessions, c'étaient les pièces d'une identité forgée dans des expériences que je ne comprendrai jamais tout à fait. Quelques jours plus tard, dans la cuisine, son portable a vibré près de moi. J'ai senti la vieille pulsion de voir qui c'était. Ma main a bougé avant de s'arrêter. La peur était toujours là, à l'intérieur. Mais maintenant, je savais que c'était mon traumatisme qui parlait. Pas la vérité. Je me suis éloignée et j'ai respiré jusqu'à ce que cela passe. Ce soir-là, j'ai cherché des thérapeutes experts en trahison et traumatisme de couple. J'ai cherché quelqu'un qui ne me dirait pas de passer outre, mais qui comprendrait que la trahison laisse des cicatrices réelles. Prendre ce rendez-vous, c'était prendre en charge ma guérison au lieu d'attendre que mon petit ami répare un dommage qu'il n'avait pas causé. Ma première séance a eu lieu 2 semaines plus tard. Le thérapeute, Gage, était gentil. J'ai commencé à parler de mon ex et j'ai pleuré plus que pendant des mois. Des sentiments que je croyais enterrés sont ressortis. Gage m'a aidé à voir que je me protégeais en supposant la trahison avant qu'elle n'arrive. J'étais en alerte pour ne pas être surprise à nouveau, mais cette méfiance me coûtait la proximité avec quelqu'un qui méritait ma confiance. Mon petit ami a aussi changé. Il a commencé à aller à sa thérapie chaque semaine. Les premières fois, il revenait épuisé, les yeux rouges et les épaules tombantes. Il s'allongeait pour fixer le plafond. Au début, il ne voulait pas parler, mais après des semaines, il a commencé à raconter des bribes de ce qu'il disait à son psychologue. Il a mentionné Maya et la culpabilité de ne pas avoir vu les signes. Son conseiller l'aidait à voir que la culpabilité du survivant est normale, mais qu'il devait la travailler. Un soir, il a dit qu'il se sentait bien d'arrêter de faire semblant d'aller bien. Il avait fait semblant d'avancer pendant 3 ans alors qu'il avait seulement appris à cacher la douleur. Admettre cela m'a fait voir sa force. Tout allait bien jusqu'à 6 semaines après la Californie. Il devait arriver à 18h00, mais 19h00 a sonné sans nouvelles. À 19h30, je marchais nerveusement, mes peurs revenant. À 20h00, je me suis convaincue que quelque chose n'allait pas. Qu'il m'évitait ou me mentait, ou qu'il en avait assez. Lorsqu'il est entré à 20h15, je pleurais sur le canapé. Je me suis levée en l'accusant d'être en retard de 2 heures sans prévenir. J'ai dit qu'il m'évitait. Il s'est défendu en disant qu'il avait besoin d'espace et ne pouvait pas rapporter chaque pas. Cela m'a mise encore plus en colère. J'ai senti qu'il déformait mes paroles. J'ai crié qu'un SMS n'était pas un rapport de police. Il a crié qu'il n'avait pas besoin de permission pour travailler tard. Nous crions, blessés, retombant dans de vieux schémas. Mais quelque chose a changé. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase et a pris une grande inspiration. Il s'est assis sur le canapé. Après un instant, je l'ai rejoint. Il y a eu un silence d'1 minute, tous deux essayant de nous calmer. Il a parlé le premier, doucement, demandant pardon de ne pas avoir appelé. Il a expliqué qu'il s'était plongé dans un projet et avait perdu la notion du temps. Il ne m'évitait pas, il avait simplement oublié son portable.
Il a dit comprendre mon anxiété, mais que ce n'était pas intentionnel. J'ai essuyé mes yeux et admis que j'avais sauté à la pire conclusion sans raison réelle. Je me sentais vulnérable ce jour-là, et son retard avait déclenché mes peurs d'être trompée. J'ai dit que ce n'était pas à cause de lui, mais à cause de mon traumatisme supposant une trahison, là où il n'y en avait pas. Nous avons parlé en utilisant ce que nous avions appris en thérapie. C'était inconfortable et pénible, mais nous l'avons résolu ensemble au lieu de nous éloigner. Il a promis de prévenir s'il avait plus de 30 minutes de retard. J'ai promis de faire une pause avant de m'inventer des histoires. En nous couchant, nous nous sommes sentis plus unis. La dispute avait fait peur en montrant les vieux schémas, mais la résoudre prouvait notre engagement à être différent. Le week-end suivant, Miranda est venue nous voir. Je lui ai tout raconté. La Californie, les parents de Maya, la tombe, ses pleurs. J'ai parlé de Gage et de la difficulté de déterrer la trahison de mon ex. J'ai mentionné la dispute pour son retard. Miranda m'a dit être fière de mon travail, mais elle est devenue sérieuse. Elle a dit que je ne devais pas m'exonérer trop facilement. Elle m'a rappelé que j'avais violé la vie privée de mon petit ami en entrant dans son portable. Elle a dit que mon traumatisme expliquait mes actes, mais ne les rendait pas corrects. L'entendre a fait mal, mais elle avait raison. Je m'étais tellement concentrée sur la révélation de Maya que je n'avais pas assumé ma propre faute. J'avais envahi son intimité par peur, pas à cause de preuves. Miranda voulait que je prenne mes responsabilités. Quelques jours après, mon petit ami a proposé de rencontrer Lucas, un ami marine qui avait aussi connu Maya et souffrait d'une culpabilité similaire. Lucas et sa femme Béatrice vivaient à proximité. Mon petit ami pensait qu'entendre Lucas parler de son SSPT le ferait se sentir moins seul. Nous avons dîné le vendredi. Lucas était intense et Béatrice chaleureuse. Nous avons parlé de choses normales jusqu'à ce que... À la deuxième bouteille de vin, Lucas parle de sa thérapie, de son diagnostic et de ses cauchemars. Mon petit ami s'est détendu en l'entendant. Lorsque Lucas a mentionné la culpabilité pour ceux qui n'étaient pas revenus, mon petit ami a avoué ressentir la même chose pour Maya. Les voir partager cela m'a fait réaliser à quel point il s'était senti isolé. Après le dîner, Béatrice m'a demandé de l'aider avec le dessert. Seule, elle m'a dit que soutenir quelqu'un ayant un traumatisme de combat demande de la patience et des limites claires. Elle a été honnête sur les cauchemars et les blocages émotionnels. Elle a parlé des réactions d'anniversaire et de la façon dont certaines odeurs déclenchèrent des crises. Elle a dit qu'elle marchait parfois sur des œufs, mais que la connexion obtenue en guérissant ensemble n'avait pas d'égal. La clé était que chacun fasse sa part pour que le traumatisme de l'un ne devienne pas celui de l'autre. Son honnêteté m'a aidé à comprendre mon avenir avec lui. Lors de ma séance suivante, Gage m'a fait décrire la trahison de mon ex. J'ai vu de nouveaux schémas. Il avait été distant pendant des mois et quand j'avais posé des questions, il m'avait fait passer pour folle. Il m'avait traité de paranoïaque et de manipulatrice, utilisant mes doutes contre moi. Gage a expliqué que c'était du gaslighting, me faisant douter de ma réalité pour que je ne fasse plus confiance à mon instinct. Ce dommage était pire que la tromperie elle-même. Cela expliquait pourquoi je cherchais des preuves concrètes avant de faire confiance. Mais Gage m'a fait voir que mon petit ami n'était pas ainsi. En le confrontant au sujet de Maya, il n'avait pas essayé de me faire passer pour folle et ne m'avait pas attaqué. Il se sentait triste et blessé, mais il a tout expliqué avec honnêteté. Il m'a montré la photo et m'a dit la vérité, même si cela lui faisait mal d'en parler. Gage m'a donné des outils concrets pour les moments où l'anxiété s'emballait, comme faire une pause et me demander quelles étaient les preuves réelles avant de tirer des conclusions. Il m'a appris à identifier les sensations physiques de l'anxiété dans mon corps, pour reconnaître quand mon traumatisme s'activait par opposition à une réponse à un danger réel et présent. Le fait d'avoir ces techniques spécifiques m'a permis de me sentir moins démunie face à mes propres peurs. Mon petit ami et moi avons commencé à faire des bilans hebdomadaires le dimanche soir. Nous nous asseyions sur le canapé avec un thé et nous partagions à tour de rôle notre état émotionnel, nos difficultés et ce dont nous avions besoin de la part de l'autre. Les premières fois semblaient bizarres et forcées, comme si nous lisions un scénario. Mais après quelques semaines, c'est devenu un espace que j'attendais avec impatience. Il me racontait des moments difficiles au travail ou des choses qui ressortaient de sa thérapie, et je partageais ce sur quoi je travaillais avec Gage, ou les moments où je m'étais sentie anxieuse durant la semaine. Nous parlions de nos besoins, comme lui demandant de l'espace certains soirs, ou moi demandant un peu plus de réassurance quand je me sentais incertaine. Ces bilans nous ont aidés à traiter de petits sujets avant qu'ils ne deviennent de gros problèmes, et ils ont créé un espace régulier pour la vulnérabilité, sans attendre qu'une crise ne survienne. J'avais l'impression que nous construisions de nouveaux schémas de communication plus sains que tout ce que j'avais vécu dans mes relations passées. Puis, lors d'une séance avec Gage après 2 mois de thérapie, j'ai eu une prise de conscience qui a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont je me voyais. Nous parlions de l'infidélité de mon ex, et Gage m'a demandé pourquoi je pensais qu'il l'avait fait. J'ai commencé avec ma réponse habituelle sur le fait de ne pas être assez ou de ne pas combler ses besoins, mais Gage m'a arrêté. Il m'a demandé d'y réfléchir différemment. Il a dit que mon ex avait choisi de me tromper et que ce choix reflétait son caractère et ses valeurs, et non ma valeur en tant que partenaire.
Il a souligné que beaucoup de gens ont des besoins non comblés et ne trompent pas pour autant. Ils communiquent, vont en thérapie ou mettent fin à la relation avec honnêteté. Mon ex a choisi la tromperie et la trahison parce que c'était sa nature, et non parce que j'étais insuffisante. Entendre Gage le dire si clairement a provoqué un déclic dans mon cerveau. Je passais des années à croire que je devais être parfaite et hyper vigilante pour éviter de futures trahisons, comme si, en étant assez et en surveillant bien, je pouvais contrôler si quelqu'un me trompait. Mais cette croyance donnait aux décisions de mon ex un pouvoir sur toute mon identité. Cela faisait de sa trahison une question de mon insuffisance, plutôt que de son caractère. Comprendre que son infidélité n'était pas de ma faute a commencé à desserrer l'étau de la peur qui me contrôlait. Je ne pouvais pas éviter une trahison en étant parfaite ou en surveillant. Je pouvais seulement choisir des partenaires intègres et avoir confiance en ma capacité à reconnaître les signaux d'alerte. Et mon petit ami actuel m'avait prouvé maintes et maintes fois qu'il était intègre. Même quand c'était difficile, même quand la vérité faisait mal. Quelques semaines après cette discussion, je suis dans le salon quand le portable de mon petit ami vibre sur la table. L'écran s'allume avec un message de quelqu'un nommé Derek. Je le regarde sans réfléchir et je remarque que je ne ressens pas le pic d'anxiété habituel. Mes mains ne cherchent pas le téléphone. Mon esprit n'invente pas de scénario sur qui est Derek ou ce que signifie le message. Je reste simplement là à regarder jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et je remarque l'absence de cette panique familière. L'impulsion qui me contrôlait est simplement partie, comme si un interrupteur s'était éteint dans mon cerveau. Quand mon petit ami revient de la cuisine avec 2 tasses de thé, je lui dis que son portable a sonné. Il le prend, lit le message et mentionne nonchalamment que Derek veut déjeuner la semaine prochaine. J'acquiesce et je bois mon thé, ressentant une victoire silencieuse dans ma poitrine. La thérapie est réellement en train de changer quelque chose de fondamental dans ma réponse au déclencheur. Non seulement je gère mieux l'anxiété, mais je suis en train de devenir quelqu'un qui ne suppose pas automatiquement une trahison quand un portable vibre. Ce week-end, nous sommes à table avec les ordinateurs pour chercher des vols pour le voyage en Californie de l'année prochaine. Il regarde les dates et les prix pendant que je fais semblant de travailler sur mes mails, mais en réalité, je ne fais que l'observer. Son visage est détendu d'une manière qu'il n'est jamais quand il parle de Maya ou de l'anniversaire. Il trouve un bon tarif, l'ajoute au panier et me regarde avec une expression difficile à lire. Il me demande si je serais à l'aise de loger chez les parents de Maya au lieu d'aller à l'hôtel cette fois-ci. La question me prend au dépourvu. Je sais ce qu'il me demande réellement. Il veut m'intégrer davantage dans cette tradition, me faire participer au rituel annuel au lieu d'être une simple observatrice. Les parents de Maya ont une chambre d'amis et l'avaient mentionné auparavant, mais il avait toujours refusé. Maintenant, il est prêt à dire oui, ce qui signifie qu'il est prêt à m'intégrer totalement dans cette partie de sa vie qui était auparavant séparée. Je lui dis que j'adorerais, et je le pense vraiment. Le fait qu'il me fasse de la place dans les moments douloureux, et pas seulement dans les moments faciles, ressemble à un changement majeur entre nous. Il tend la main sur la table et serre la mienne, puis retourne à la réservation comme si de rien n'était, mais je vois le soulagement dans ses épaules. Quelques jours plus tard, il rentre de sa thérapie et s'assoit à mes côtés. Il reste silencieux 1 minute, regardant ses mains. Puis il me raconte que sa thérapeute a dit quelque chose qui lui a trotté dans la tête tout l'après-midi. Elle l'a aidé à voir qu'honorer la mémoire de Maya n'exigeait pas qu'il reste figé dans le deuil. Que Maya voudrait qu'il guérisse et soit heureux, pas qu'il passe le reste de sa vie à porter la culpabilité comme un poids dont il ne peut jamais se libérer. Il le dit à voix haute comme s'il testait les mots, pour voir s'ils sonnent vrais. Il commence à se pardonner d'avoir survécu, reconnaissant que sa culpabilité n'honore personne. Elle ne fait que le garder piégé dans le pire moment de sa vie, le revivant chaque jour. J'observe son visage et je vois quelque chose de différent. Pas l'absence de douleur, mais peut-être le début de l'acceptation que la douleur n'a pas à tout définir. Il me confie qu'il avait tellement peur d'avancer parce qu'il avait l'impression que c'était l'oublier. Comme si sa mort importait moins s'il arrêtait de souffrir autant. Mais sa psychologue lui a demandé ce que Maya dirait si elle le voyait maintenant. Et il sait qu'elle lui dirait d'arrêter de se punir. Elle voudrait qu'il vive, et non qu'il existe seulement. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je m'assois à la table avec une feuille blanche et je commence à écrire une lettre à mon ex. J'y déverse tout ce que j'ai porté pendant des années. La rage face à ses mensonges, la douleur de sentir que je n'étais pas assez. Le mal qu'il a fait à ma capacité de faire confiance. J'écris sur la façon dont il m'a manipulée quand j'ai remis quelque chose en question, me faisant passer pour folle à cause de mes soupçons alors que mon instinct avait raison. Je lui parle des années passées à supposer que chaque homme ferait la même chose. Comment ces décisions ont empoisonné chaque relation suivante. Les mots sortent bruts et désordonnés. Mon écriture devient difficile à lire à mesure que les émotions me submergent. Je remplis 3 pages recto verso, sans éditer, laissant tout couler. Quand je finis, j'ai une crampe à la main et le visage mouillé de larmes. Je n'avais pas remarqué que je pleurais. Je relis ce que j'ai écrit une fois, et j'emporte les feuilles vers le brasero dans le jardin. Je les allume avec une allumette et je regarde le papier noircir, disparaissant en cendres et en fumée.
Les flammes dévorent ma rage et ma douleur, détruisant le pouvoir que je lui avais donné pendant si longtemps. J'ai l'impression de lâcher quelque chose que je serrais trop fort. Quand le dernier morceau finit de brûler, je rentre me laver le visage, me sentant plus légère qu'en des années. 6 mois après le voyage en Californie, nous sommes tous les deux dans des endroits différents. Il gère son SSPT avec une thérapie régulière et des médicaments, ce qui l'aide pour les cauchemars et l'anxiété. Je reconstruis ma confiance avec Gage, apprenant à reconnaître quand mon traumatisme parle et quand quelque chose ne va pas vraiment. Nous avons encore des jours difficiles où le deuil le frappe de nulle part, où mes insécurités surgissent pour des broutilles. Nous avons encore des déclencheurs qui nous prennent au dépourvu. Des moments où nous retombons dans de vieux schémas de repli sur soi ou de suppositions du pire. Mais maintenant, nous affrontons ces moments ensemble, avec honnêteté et compassion plutôt qu'avec peur et suspicion. Quand il passe une mauvaise nuit, il me le raconte au lieu de s'éloigner. Quand je me sens anxieuse, je l'exprime au lieu de laisser cela devenir une accusation. Nous construisons quelque chose de réel sur une base de vulnérabilité partagée et de guérison mutuelle, chacun faisant son travail individuel tout en soutenant l'autre. Ce n'est pas parfait, ni facile, mais c'est honnête. Et après tout ce qui s'est passé, l'honnêteté semble être plus que suffisante. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir permis de partager ce moment avec vous.